vous devez vous en méfier. Et comme chacun a un cadavre dans les placards, on va dire, bon, pour mieux se faire, on a fait là. Donc, il faut bien voir comment effectivement. Ici, on est dans la deuxième salle de conférence. Les gens suivent sur un écran. Juridique international. Je ne vais pas bavarder sur. Et là, nous allons entrer dans notre salle où on était assis. Les affaires qui sont pendantes, je n'en parle pas parce que c'est aux instances. J'espère que la qualité de la connexion est meilleure maintenant. Mais les îles éparses, c'est toujours dans l'océan Indien au large de Madagascar. Madagascar a accédé à l'indépendance en 1960, mais sans les îles éparses. Et comme vous le savez, le chef d'État français, on va trouver une équilibre, on va trouver une équilibre. Ça a des boiseries intimes. J'étais déjà là. 5 personnes. Je suis à l'intérieur. Oui. Je suis allé chercher mon chargeur. Ça va être une bonne image. Oui. J'étais à l'intérieur, je suis allé chercher mon chargeur. C'était chez mon ami. Non, je suis désolée, on ne peut pas se promener d'une salle à l'autre pendant la conférence. Non, je suis allé juste prendre le chargeur. Je ne suis pas connecté, madame. D'accord, pouvez-vous montrer votre confirmation Eventbrite sur votre téléphone? Non, non, tout. C'est que là, Tous mes effets sont là. C'est le manteau bleu assis. Vous êtes sorti ici ou vous êtes sorti par là? Non, je suis sorti par là. Je suis sorti là, je suis entré ici, j'ai récupéré mon sac. C'était chez mon frère. C'est le manteau bleu à côté de la dame là. Oui, parfait. Oui. Merci. C'est sur la table. je peux aller récupérer vos effets. Je veux rester dans les parages. Parce que je suis désolée, mais on peut pas. Fantastique. Oui, mon manteau. C'est le manteau bleu. une fois que Voilà, voilà, ça monsieur là. mais il faut bien comprendre que Est-ce que je peux parler directement m'asseoir, madame? C'est une place vide. les frontières qui ne peuvent pas bouger puisque deux États C'est une place vide. à tout moment décidé de modifier les frontières. C'est quoi encore? Donc c'est dans ce sens Je suis assis là, je suis allé chercher mon chargeur et d'être je peux plus rentrer. Et nous avons de nombreux conflits ou différents frontaliers aujourd'hui en Afrique comme conséquence d'une décolonisation qui effectivement ne s'est pas occupée de l'assiette territoriale du territoire nouveau. On s'est dit, voilà, c'est à peu près comme c'était généralement des ensembles faisant partie d'une même colonie. Si vous prenez l'Afrique équatoriale française et l'Afrique occidentale française, c'était un même ensemble. Et généralement, ce sont les limites administratives que les préfets ou les sous-préfets après l'indépendance, mais surtout avant l'indépendance, le haut commissaire tracé entre les colonies qui deviennent frontières. Mais généralement, c'était des frontières imprécises parce que c'était un même État, un même empire dont on n'était pas très soucieux d'être très très précis sur les frontières. Aujourd'hui, que ces anciennes entités coloniales sont devenues des États indépendants, cela pose problème. Et donc il y a de nombreux différents entre États africains. Je pense, j'ai eu l'honneur, le plaisir d'assister à un certain nombre de fins, de plaider pour un certain nombre d'États. Mais il en existe encore. Et donc, si les étudiants de l'UQAM qui s'intéressent au droit international sont attentifs à cela, ils ont conclu généralement à la veille ou immédiatement après l'indépendance, effectivement, créer de tels rapports. Et même lorsque ces accords en matière de défense ont été renouvelés un peu récemment, je vois un certain nombre de pays africains qui ont renouvelé leurs accords en matière de défense. Par exemple, avec la France en 2009, vous vous rendrez compte qu'il y a toujours quand même un certain nombre de clauses particulières qui montrent que la souveraineté de ces pays, ou en tout cas la décolonisation, n'est pas tout à fait achevée. Je me garde même de parler des bases militaires. Mais si nous prenons même des pays qui n'abritent pas des bases militaires, vous verrez par exemple que dans mon propre pays, l'accord de 2009, qui a remplacé les anciens accords de défense, prévoit par exemple que la base logistique française à Douala est inviolable. Que c'était violable. Donc les autorités camerounaises ne peuvent pas y pénétrer. Les militaires ne peuvent pas y pénétrer de la même façon qu'il y a une exonération, disons, des taxes douanières et fiscales. Donc pour tout le matériel, les équipements, juste ça. Je donne juste ça à titre illustratif. Je n'ai pas le temps d'analyser tous les accords dans les autres pays. Et ça, ce sont des accords plus récents. Les accords
des années 59 à 60 était, j'allais dire, allait bien plus loin et vraiment installer des relations de dépendance, puisque d'ailleurs, ce sont des accords qui permettaient à la puissance anciennement administrante d'intervenir pour maintenir au pouvoir, n'est-ce pas, tout gouvernement qui était signataire d'un tel accord et qui estimait qu'il pouvait être mis en danger par sa propre population. Deuxième point illustratif, là aussi j'irai très vite, c'est dans le domaine économique. Et là, nous pouvons commencer par ce qu'on a appelé les accords de coopération économique, notamment en matière commerciale, entre les pays africains et en particulier les pays européens. Les accords de Yaoundé 1, Yaoundé 2, Lomé 1, Lomé 2. Et enfin, l'accord de Cotonou de 2000. Et il ne vous aura pas échappé qu'aucun de ces accords n'a permis le développement de l'Afrique. Mais comment voulez-vous signer dès les années 60? L'accord de Yaoundé 1, je crois que c'est entre 62 et 63, si je me trompe. Accord commercial. Le Cameroun ne produit encore rien sur le plan industriel et quelques produits agricoles. Ce qu'on a appelé les produits de rente, c'est-à-dire le cacao, le café, le thé, le coton. Et on vous dit c'est un accord d'échange commercial. Sauf que, en fait, vous recevez tout et vous n'échangez rien. Et c'est ça. Et du coup, en même temps, le caractère pernicieux de ces accords vient de ce que ça vous spécialise. Parce que vous dites, j'ai un marché pour le cacao, alors donc il faut que je produise davantage de cacao parce que je vais bénéficier du marché qui m'ouvre justement les perspectives non tarifaires. Vous allez donc produire toujours sans transformation. Ce n'est pas des produits industriels. Vous devez produire et renvoyer du. Donc vous produisez beaucoup de cacao, beaucoup de café, beaucoup de coton. Donc vous ne déterminez pas le prix. Hein? Après, on vous a chanté tout au long des années 70, vous n'étiez pas encore né, mais la détérioration des termes de l'échange. Qui détériore quoi? Vous changez d'abord, vous échangez d'abord quoi? Donc vous vendez le café, vous vendez le coton, et alors vous produisez que ça. L'industrie africaine est nulle parce qu'il y a eu cette spécialisation par le corset des accords, signés trop tôt. Et donc, vous avez vu que 40 ans, 50 ans, 60 ans d'accords n'ont permis à aucun pays africain de bouger. Maintenant, subitement, on vous dit, vous êtes devenu grand. Il faut signer les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. C'est encore mieux. On va supprimer toutes les barrières tarifaires. Donc, du coup, les barrières douanières qui vous permettaient d'avoir des recettes douanières pour alimenter votre budget vont disparaître. Parce que de toute façon, vous n'avez toujours pas d'industrie, puisque les précédents accords ne vous ont pas permis d'installer l'industrie, mais simplement, vous allez être le déversoir des produits qui, dans certains cas, vont concurrencer la petite industrie locale qui commençait à naître. Voilà le problème. Parce qu'il faut que l'on se dise les vérités sur la scène internationale. Vous ne pouvez pas, dans le même temps, déplorer l'immigration massive, y compris illégale, des jeunes Africains, qui ne trouvent pas de perspective chez eux, pas de travail chez eux, et en même temps les inonder de façon à ce que le développement soit impossible chez eux. Ils sont consommateurs en bout de chaîne. Donc, il n'y a pas de valeur ajoutée lorsque vous êtes simplement consommateur. Il vous faut d'ailleurs trouver de l'argent pour continuer à consommer. Donc, voilà pourquoi je mets ces accords-là au rang des accords post-coloniaux qui solidifie les liens de dépendance coloniale. Mais il y a aussi dans le domaine monétaire, notamment en ce qui concerne les pays de la zone franc, des accords qui ont effectivement maintenu les pays africains dans cette relation de dépendance en leur enlevant le levier qui permet à tout État souverain de mener sa propre politique monétaire. Ce n'est pas seulement fantaisiste, ce n'est même pas idéologique comme j'entends beaucoup, c'est vraiment technique et économique. Bon, bien sûr, la décision est éminemment politique. La souveraineté monétaire est quelque chose de politique. Mais au final, c'est qu'on vous enlève un des leviers qui vous permet d'organiser votre propre développement. On vous dit, oh, vous avez la stabilité monétaire. Qu'est-ce que vous faites avec la stabilité monétaire grâce à une parité fixe? Les experts nous disent, oh non, cette stabilité vous permettait simplement d'assurer aux entreprises de la puissance dominatrice de venir s'installer en sachant que l'argent qu'ils investissent chez vous
il ne perdra pas un centime dessus puisqu'il a une parité fixe. Oui, alors que par le jeu de la politique monétaire, par le jeu de la dévaluation et tout ce que vous voulez, vous pouviez justement avoir une marge qui vous permet effectivement de modifier les rapports. Donc, c'est stable, c'est fixe. Il investit 10 francs, il sait que je retirerai 15 francs et il est sûr qu'il retirera les 15 francs parce que la parité fixe de la monnaie vis-à-vis de la devise métropolitaine hier et vis-à-vis de la devise européenne lui garantit cela. Et évidemment, nous connaissons tous les autres aspects, le fait que les fonds ont été déposés au Trésor français et non pas à la Banque de France. Parce que si c'est la Banque de France est une banque. Donc elle doit rémunérer l'argent. Hein. Mais quand c'est au Trésor, c'est une administration de l'État, donc ça devient des recettes budgétaires, et donc votre propre argent peut vous être prêté, parce que bon, c'est un argent que vous avez déposé. À l'origine, avant la révision de 1972, c'était 63% des dépôts qu'il fallait faire après les accords, la modification de 72-73, c'est devenu 50%, mais c'est toujours beaucoup. Sans compter que lorsque ce panier commun de réserve, puisque tous les pays de la zone franc mettent dans le même panier, la garantie que vous donne le pays, vous ne l'appelez pas tout le temps parce que les pays qui ont davantage de réserves soutiennent ceux qui n'ont pas assez de réserves, sans qu'ils aient à intervenir. Donc, si la Guinée équatoriale ou le Cameroun a davantage de réserves parce qu'il a vendu plus de pétrole et que la Centrafrique n'a pas assez de réserves, il va y avoir donc un jeu de compensation. On n'appellera pas la France en garantie, puisque vous pouvez faire ça entre vous. Et si votre compte d'opération au Trésor français devient déficitaire, normalement c'est là que le garant doit jouer, parce qu'il doit approvisionner le compte. Mais il ne le fait pas. À ce moment-là, il vous impose la dévaluation. Donc, nous sommes là face à des accords et nous avons suivi dernièrement que quelque chose a commencé à bouger sur ce terrain-là, c'est bon, très bien, ça va dans la bonne direction. Moi, je dis, il faut voir ce que ça va donner parce que le diable est dans les détails. Donc, on est sorti de l'appellation déjà, symboliquement, on est allé à l'écho, c'est plus le franc CFA, ce sera l'écho. Où seront déposées les réserves? Est-ce qu'il y aura encore des réserves? Apparemment non. Tant mieux. Mais il y a quelqu'un de généreux qui se propose pour continuer à être garant. Et tout le problème est là. Si vous garantissez, parce que dans l'accord de 1972, l'article 7 disait que la BEAC est une institution multinationale africaine à la gestion et au contrôle duquel participe la France en contrepartie de la garantie de sa monnaie. Voilà. Ce sont les termes. Vas-y, exact, je cite de mémoire, mais c'est ça, de sa monnaie. Donc, c'est en vertu de la garantie de sa monnaie qu'elle devait participer à la gestion et au contrôle. Maintenant, elle vous dit, bon, très bien, c'est l'écho, et puis vous ne déposez même plus chez moi, mais je suis garant. Donc, la clause en vertu de laquelle elle participait à la gestion et au contrôle demeure. C'est pour cela que j'ai dit, on m'a posé la question il n'y a pas longtemps, et j'ai dit, donc le diable est dans les détails, on nous a annoncé un accord entre le ministère français des Finances et les institutions financières de la zone franc en Afrique, c'est-à-dire BEAC et BCAO en Afrique occidentale. Pour l'instant, la BEAC observe encore. Et donc, il faudra que nous attendions de voir ce qui sera dans cet accord pour savoir vraiment si on est sorti du franc CFA ou bien si on a seulement changé d'appellation. Voilà les quelques indications, les quelques éléments que je voulais, à grands traits, vous présenter pour illustrer mon idée selon laquelle la décolonisation est inachevée. Et je terminerai simplement en disant une chose. Afin de permettre au droit international de jouer pleinement son rôle de règle organisant la vie dans la société internationale, il faut décoloniser le droit international. Il faut le décoloniser lui-même. Il
C'est-à-dire que nous devons avoir un regard critique sur les concepts du 19e siècle qui étaient forgés pour asseoir la colonisation. Ce n'était pas forgé abstraitement pour le plaisir intellectuel et spéculatif de créer des normes. C'était pour asseoir les intérêts et la colonisation. Donc nous devons commencer donc par une vraie critique de ces concepts et de ces principes. Nous devons aussi essayer de regarder au-delà du 19e siècle pour voir les origines historiques du droit international. On enseigne de moins en moins d'histoire du droit international dans les facultés. C'est vrai que c'est une matière qui est devenue obèse. Donc, généralement, les programmes n'ont pas le temps de consacrer un vrai morceau à l'histoire du droit international. Vous apprendriez beaucoup de choses, y compris tous les débats sur le concept du loose conscience, y compris le débat sur la question du droit naturel et du droit positif. Pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que les premiers, ce qu'on a appelé les pères fondateurs du droit international, venaient en grande partie de l'Église aussi, n'est-ce pas? De Vito Diaz, Suarez et tout ça, c'était des moines. Et donc, à une époque où le christianisme était très dominant en Europe et dont la pensée du droit international se coulait aussi dans la pensée globale de la société. Quelqu'un comme Hugo de Groot, dont je vous ai parlé tout à l'heure, toute sa doctrine partait d'abord du principe acquis que la théologie chrétienne était la base de ce qui devait sous-tendre la réflexion en droit international. Je ne dis pas que la théologie chrétienne n'est pas bonne, je dis simplement qu'il faut le savoir et faire son propre inventaire, analyser et savoir effectivement si ça peut continuer à régir tout cela. Voilà, je crois que je n'ai peut-être pas, je l'espère, épuisé le sujet, mais il m'a suffi juste de vous indiquer qu'il y avait encore là matière à réflexion et je vous remercie de votre aimable attention. Merci, professeur Kamto, pour cette lumineuse et fantastique conférence. On a la salle jusqu'à 15h30. Je crois qu'on peut prendre quelques questions, mais avant de procéder aux questions, j'ai juste un titre de rappel, il y a 2 micros de part et d'autre, un micro de part et d'autre de la salle. Si vous voulez poser une question, je vous invite à vous lever et aller vous mettre en rang pour poser la question au micro afin que tout le monde dans la salle puisse vous entendre. Et autre chose, je tiens à souligner et à le rappeler, on a une salle voisine qui est pleine aussi et qui malheureusement on ne pouvait pas accommoder. Et je voulais juste le rappeler parce qu'on a cette salle-ci, mais toute la conférence a été diffusée aussi dans la salle voisine. Il y a plus de 250 personnes qui se sont présentées à l'événement et je vous remercie pour ça. Donc maintenant pour la période de questions, un à la fois, au micro, on y va lentement et je vous laisse, professeur Kamto, prendre les questions. On prendra parce que notre temps est compté, il ne faut pas abuser de la bienveillance de la faculté faite de l'université. Nous avons jusqu'à la demi, et donc on va prendre 5 questions. Monsieur, on commence de ce côté-ci? Oui. Professeur Kamto, bonjour. Bonjour. Je suis docteur Meboumeta Ndongo, Université de Barrois. Conférence très appréciée, merci beaucoup. Mon appréciation va fondamentalement sur la dernière dorsale de votre conférence. Et j'ai envie de modifier le titre pour dire la décolonisation du droit international, 2 points, urgence, nécessité, impératif. J'ai envie de rentrer à la maison. Permettez-moi à même d'aller, n'est-ce pas, au bout de mon intervention. Que je vais justement situer sur ce que j'appelle, vous l'avez signé, la conséquence, les impacts, n'est-ce pas, de la décolonisation, justement, en contexte d'inachèvement.
Vous avez souligné les États africains, conquête territoriale, vous avez fait référence à la Convention de Berlin 84-85, et puis vous avez parlé de la dépendance. Je m'arrête là. Je vous invite à faire le lien entre deux événements que je conduis et que j'ai conduit dans cette université. Premièrement, une conférence que je donne annuellement, exactement dans cette salle, intitulée L'Afrique, un continent en régression ou espace de l'avenir. Deuxième événement, une thèse de doctorat, il y a 10 ans, que j'ai défendue dans la salle à côté, intitulée La Banque mondiale et la reconfiguration locale. Je préfère m'arrêter là. Deux conclusions pour cette thèse. Ce que j'ai appelé l'ajustement municipal, équivalent, n'est-ce pas, de l'ajustement institutionnel, l'ajustement municipal, équivalent, n'est-ce pas, de l'ajustement, n'est-ce pas, qu'on a connu. Et puis la désétatisation, c'est-à-dire l'affaiblissement des États africains. Justement, que dites-vous, n'est-ce pas, sur ces deux conclusions par rapport au droit international qu'il faudrait donc revisiter? Voilà ma question. Oh. C'est un vrai francophone. On fera la question essentielle. C'est un vrai francophone. Merci beaucoup, chers collègues. Bon, je vois que vous êtes beaucoup plus jeune que moi. La mienne, ma propre thèse remonte à il y a 33 ans. Ce que je peux dire, d'abord je vais commencer par la désétatisation. Je ne crois pas qu'il y a désétatisation. Certains États se sont affaiblis, manifestement. D'autres ont renforcé leur assise institutionnelle, et c'est tant mieux. Et je ne vais pas ici aller à l'énumération, parce qu'on peut en citer plusieurs, où il y a une amélioration significative, où il y a eu un saut qualitatif du point de vue de l'organisation de l'État, qui permet à ces États de regarder l'avenir avec confiance en termes d'organisation et de capacité d'affronter les défis justement du monde globalisé. Moi, j'ai voyagé assez ces dernières années en Afrique, j'ai vu des États très bien portants. On a tendance à généraliser et à ne voir que quelques États qui sont en difficulté sur le plan institutionnel. Évidemment, si on s'appuie uniquement sur le cas de la Somalie, on va dire qu'il y a des étatisations. Parce que les politistes ont parlé de failed state. Nous, les juristes, on ne sait pas très bien comment traduire cela, même si ça nous parle beaucoup. D'ailleurs, on pourrait faire tout un travail de recherche sur le statut d'un État failli en droit international. Qu'est-ce qu'il devient? Est-ce que l'engagement qu'il prend peut être, etc. Donc on peut. Mais je ne crois pas qu'il y ait une vraie crise de l'État au sens de sujet de droit international en Afrique. Non. Je vois des États qui ont connu des périodes de difficultés, qui se réorganisent. Je vois un pays comme l'Éthiopie qui a connu une période extrêmement difficile, qui au moyen justement d'une réorganisation institutionnelle interne, en trouvant une formule fédérale très originale, qui laisse même la possibilité aux entités constituant la fédération de se retirer de la fédération, si elles le veulent. Et vous aurez observé que depuis 1994, avec la nouvelle constitution éthiopienne, aucune entité ne s'est retirée de l'Éthiopie. Cela veut dire que lorsque vous pensez bien la fédération et que chaque entité, chaque composant de la fédération trouve son compte, personne n'a envie de quitter la fédération après. Et donc je vois des États comme ça qui s'organisent mieux. Je vois un pays comme le Ghana qui, sur le plan institutionnel, a fait un saut qualitatif en termes d'organisation institutionnelle, où la démocratie fonctionne très bien, où un chef d'État qui est en fonction, qui n'a fait qu'un mandat au pouvoir, peut être battu aux élections et transmettre le pouvoir au vainqueur, n'est-ce pas, sans problème. Et nous en sommes au troisième chef d'État, qui du reste sont encore vivants, et qui rendent visite aux chefs d'État en fonction
lui apportent peut-être leur point de vue sur la marche des affaires du pays. Donc, non, je ne crois pas qu'il y ait des étatisations. Si maintenant des étatisations, c'est au sens des économistes, c'est-à-dire où l'État se retire de l'économie, de l'organisation et de la gestion de l'économie, oui, mais encore que c'est variable suivant les pays. Je vous ai parlé d'Éthiopie, où la présence de l'État dans l'économie est encore extrêmement forte. Donc c'est un modèle qu'ils ont choisi. Et vous avez des pays, vraiment des pays libéraux, et on est allé très loin dans le libéralisme économique. J'ai parlé du Ghana, mais d'autres pays où il y a effectivement moins de présence de l'État dans l'économie. Donc de ce point de vue, si c'est ça, ça à quoi renvoie l'idée de désétatisation avec les privatisations des années 1990 à 2000. Oui, on peut dire que d'une certaine façon, il y a un recul de l'État dans la gestion de l'économie. Ça, c'est évident. Mais ce n'est pas non plus général, parce que ça varie en fonction du pays. Donc moi, je ne parlerai pas de désétatisation. Ce que je peux dire, comme je vous l'ai dit, si l'affaiblissement d'un État est un vrai problème en droit international, si c'est ça la question, je vous dis oui. Un État qui est un État failli, prendre la traduction française de failed state, pose un vrai problème au droit international que nous ne connaissions pas avant, parce que la souveraineté, que ce soit au sens où l'on a entendu les principaux j'allais dire penseurs de la doctrine internationale interne au 14e, 15e siècle, ou au sens actuel, c'est d'abord la summa potestas, c'est la puissance suprême que l'État ne peut abandonner que par sa propre volonté. C'est quand nous signons un accord international, et c'est ce que je me tue à dire souvent, il faut que les États qui s'engagent au plan international sachent qu'ils se sont engagés librement et souverainement, et que dès lors qu'ils se sont engagés, ils sont tenus par leur propre engagement. Et donc, dans ce cas-là, on ne peut pas dire que le failed state, donc l'État failli, est dans la même situation qu'un État qui est en pleine possession de sa souveraineté. On peut vraiment se poser la question. Si on va en Éthiopie aujourd'hui, et vous voyez une faction qui contrôle le pouvoir à un moment donné, qui est combattue par d'autres factions, est-ce que s'il y avait un traité engageant j'ai parlé de l'Éthiopie, donc je vais parler de la Somalie. Est-ce que si une faction signait un accord international, cela pourrait-il engager l'État somalien durablement? Est-ce qu'un nouveau gouvernement qui arriverait ne pourrait pas remettre en cause le traité ainsi signé? Donc ça pose de véritables problèmes en droit international. Donc voilà les quelques éléments que je pourrais vous... Si on veut rentrer dans les accords d'ajustement structurel, ça prendrait du temps. Mais quelques années, j'ai écrit quelques petits papiers là-dessus sur les conditionnalités du Fonds monétaire international. Et en réaction d'ailleurs à ce que le juriste de la Banque mondiale, et notamment du FMI, développé comme thèse, à l'époque c'était américanisé après, mais était d'origine indienne, qui soutenait que les accords d'ajustement structurel n'étaient pas des traités internationaux et que ça n'engageait pas le Fonds monétaire international. Parce que j'avais tendance à penser le contraire, puisqu'on pouvait y trouver tous les éléments constitutifs en droit international d'un accord liant les traités. Même si la lettre d'intention part de l'État qui demande l'ajustement structurel, il n'empêche qu'il y a une réponse et qu'il se noue un accord entre l'institution et l'État. Sauf que, bon, évidemment, la banque est tellement, le fonds est tellement puissant qu'il s'est dit, moi, je vais prendre aucun engagement. Si votre ajustement ne marche pas bien, ne venez surtout pas frapper à la porte parce que ça ne regarde que vous. Mais c'est une sorte d'échappatoire qui ne peut pas tenir très sérieusement si on veut aller au fond de l'analyse juridique. Voilà, merci. Merci beaucoup pour ça, Campo. Moi, c'est Herman Feggio. J'ai fait gestion des entreprises diplômées de l'Université catholique d'Afrique centrale, mais j'ai fait aussi génie des mines. Et depuis quelques mois, j'ai la chance de coordonner le département des mines au Québec et à l'est du Canada au BSF, le Bureau mondial de la chimie. Donc, à cause de cette position, je suis obligé de me projeter beaucoup à l'international ces temps-ci. Et c'est vrai que ce que vous avez dit nous interpelle. C'est même, surtout la première partie de votre exposé, elle nous rappelle beaucoup de moments difficiles et c'est un moment révoltant. Mais là, ma question, c'est surtout quels sont les leviers dont nous disposons aujourd'hui de façon pratique, de façon claire, pour adresser cette situation de presque
de dominer, d'esclavagisme même, d'esclaves même, d'esclavagisme. Je le pose ici, c'est peut-être une question que j'aurais dû vous poser à huis clos, mais en espérant qu'il n'y ait pas de dogme ici pour nous dénoncer, pour dire que nous avons une envie d'être nous-mêmes. Donc à cause de ce que je remarque auprès de mes camarades et nous avons de plus en plus de responsabilités, nous savons d'où nous venons, et à un moment nous voulons écouter ce que vous avez à dire et prendre les mesures nécessaires, les leviers dont nous disposons pour pouvoir nous en sortir. Très bien, merci. Comme on me dit que le temps est compté, je vais aller très rapidement. Pour ce qui est de nous, en tant qu'être humain, la dignité humaine, j'aurais pu faire quelques développements philosophiques. Nous n'aurons pas le temps ici. Il faut simplement que chacun sache qu'il est un être humain. Même si l'histoire de l'humanité, et en l'occurrence du droit international, à une époque, a eu du mal à percevoir cela, c'est à vous d'affirmer votre identité en tant qu'humain. Mais on ne peut pas avoir les deux à la fois, c'est-à-dire revendiquer de manière tapageuse une spécificité de condition qui ne marie pas l'humanité, l'universalité de l'humanité. Si vous dites, quand ça vous arrange, oui, mais nous les Africains, c'est pas nous, hein, voilà, nous avons la démocratie africaine, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas ce que c'est. Donc, si vous dites cela, ne vous sentez pas mal après que les gens vous disent, bah oui, mais vos affaires africaines, vraiment, donc on vous traite comme si vous n'étiez pas des êtres humains. La dignité est universelle et est un attribut de l'humanité entière. Et donc je pense qu'il est tout à fait normal qu'un Africain veuille que l'on respecte sa dignité comme un Africain, comme un Américain, comme un Chinois, etc. Il y a l'universalité de la condition humaine. Maintenant, s'agissant de ce que vous avez dit, comment est-ce qu'on fait face justement à ces distorsions du droit international et son... Non, c'est une histoire qui s'écrit et c'est justement pourquoi nous devons être partie de ceux qui écrivent l'histoire moderne du droit international. Hier, nous étions des sujets par les contingences de l'histoire. Maintenant, nous sommes des États plus ou moins souverains. Même si aucun État, sauf quelques rares puissances, n'a la plénitude de la souveraineté aujourd'hui, il y a des marges. Qu'est-ce que nous en faisons? Donc c'est à nous, à la fois, par le travail de développement que nous faisons, pour nous affirmer en tant qu'État respectable, et par notre capacité à utiliser les outils qui existent sur la scène internationale à faire face à ces problèmes. Je vous donne un exemple concret. La plupart des problèmes dont je viens de parler, combien ont amené ça devant la Cour internationale de justice? Les Comores et la France n'est jamais allé devant la Cour. Les Comores, bon, n'en ont pas eu les moyens ni le courage peut-être, je ne sais rien. Combien, en ce qui concerne les îles éparses, est-ce qu'ils vont amener? Et vous voyez bien que dans le cas de Chagos, quand Maurice est allé pousser à l'Assemblée générale, Maurice, c'est une petite île de rien du tout, mais là, elle a réussi à amener l'Assemblée générale à voter une résolution demandant un avis consultatif de la Cour internationale là-dessus. Donc, il existe des mécanismes au niveau international, seulement on a l'impression que nos États ont du mal à comprendre comment fonctionne la communauté internationale et les règles du jeu international. On est prêt à les aider, mais comme la plupart du temps, ils ne font pas confiance à leurs propres citoyens, évidemment, bon, le temps passe et puis rien n'est fait. Voilà. Une question, madame. Bonsoir, professeur. Bonsoir. Et je vous remercie déjà pour cette intervention de mon collègue concernant le genre, dans la mesure où, que ce soit blanc ou noir, nous sommes tous égaux. Ma question, en fait, je m'appelle Karen Ganso, je suis artiste et militante des droits des femmes et doctorante à l'université, ici à l'UQAM. Ma question est de savoir, par exemple, hier, on célébrait la journée internationale zéro tolérance contre les mutilations génitales féminines et l'excision. Mais je me suis rendu compte que dans certains pays, notamment chez moi en Afrique, parce que je suis d'origine camerounaise, ce fléau n'est pas accentué alors qu'aujourd'hui encore beaucoup de femmes vivent cette difficulté et qui les empêche de vivre une vie sexuelle ou bien leur relation maritale. Ma question ce soir à votre égard est de savoir comment est-il possible qu'une telle violence ou telle oppression au niveau du droit international n'est pas assez considérée. Et mon deuxième rapport concernant le fait que vous aviez mentionné que les religions sont un impact tellement difficile pour
les pays colonisés. Et actuellement, je travaille sur un projet au niveau de l'écriture du roi Njoya. J'aimerais savoir, peut-être au lieu de parler de la décolonisation, est-ce que ce n'est pas possible de parler de la déconstruction? Parce que là, aujourd'hui, on revendique des choses qu'on ne connaît même pas. Peut-être en déconstruisant, ça pourra nous aider à mieux comprendre qui nous sommes et nous sommes. Merci. Merci. Les questions de terminologie, vous savez, on n'en sort pas. Donc vous choisissez le concept qui vous sied le mieux. La déconstruction vient des sociologues, n'est-ce pas? Et l'appréhender point internationaliste, comme d'ailleurs dans toute discipline scientifique, il faut toujours définir les concepts. Si le juriste veut définir la déconstruction, je ne suis pas sûr qu'il soit très à l'aise avec cela. J'ai parlé de décolonisation parce que mes collègues, tous ceux qui sont juristes peuvent bien comprendre à quoi ça renvoie. Donc c'est factuellement. Donc maintenant, si déconstruction, vous je n'ai pas de problème. S'agissant justement des violences à l'égard des femmes, c'est un processus, c'est un phénomène qu'il va falloir combattre dans la durée. Ça ne peut pas être un instantané. Et vous savez très bien qu'en dehors des conventions internationales, il y a la convention de Maputo. Sur les droits de la femme. En dehors du CEDAW, il y a la convention de Maputo. Et je pense que si vous combinez ça avec le CEDAW, c'est-à-dire la convention des Nations Unies sur les droits de la femme, plus la convention de Maputo, vous avez un ensemble d'instruments juridiques qui vous permettent effectivement d'interpeller les États, nos États ou d'autres États qui continuera à laisser se perpétuer les violences contre les femmes. Je vous signale que la plupart des instruments juridiques internationaux ont des organes ce qu'on appelle des organes de suivi. Donc, par exemple, vous allez prendre le pacte international relatif aux droits civils et politiques, il y a le comité des droits de l'homme. Si quelqu'un est signataire du pacte et qu'il viole régulièrement le pacte, vous pouvez faire en sorte qu'on interpelle cet État par le biais du comité de suivi de la mise en application du pacte. Donc, il faut davantage de personnes comme vous, davantage d'organisations de la société civile. La plupart de nos États signent des traités, j'allais dire, pour faire bonne figure avec les autres. Parfois sans savoir d'ailleurs quelles en sont toutes les implications. C'est à la société civile organisée de les pousser. D'ailleurs, comme dans les pays développés, vous voyez bien le rôle de la société civile dans les pays développés qui pousse les États à respecter leurs engagements internationaux. Je crois que les femmes africaines doivent s'organiser davantage pour être présentes, pour se faire entendre sur ces questions. Et les hommes aussi d'ailleurs, parce que je ne crois pas que lorsque l'humanité est mutilée, elle est mutilée dans sa globalité. Et les hommes eux-mêmes ne peuvent pas se satisfaire d'une telle situation. Dernière question de monsieur, et puis on arrête. Bonjour pour Sekanto. Je suis Harold Babon, ancien étudiant de l'Université catholique d'Afrique centrale. Et actuellement, je suis en maîtrise en droit international et politique internationale ici à l'UQAM. Alors, au vu de ma formation, ma double formation en politique et droit international, ne pensez-vous pas, suivant notamment un courant réaliste, que le droit international est de nature hégémonique dans la mesure où les grandes puissances sont toujours à la recherche des intérêts, et ces intérêts-là font en sorte que la décolonisation aujourd'hui est toujours très liée au droit international. Alors, pour préciser ma question, étant donné qu'on n'a pas de temps, on ne va pas foisonner les idées, ne pensez-vous pas que le droit international est de nature hégémonique? Merci. Ça dépend par rapport à quoi. Nous considérons en droit international que la puissance et l'hégémonie ne sont pas des phénomènes de droit international. Ce sont des phénomènes de sociologie internationale. Vous allez vous observer, c'est factuel. Un État est puissant et il impose sa puissance. Comment est-ce que le droit international enregistre ce phénomène qui est de type sociologique? Est-ce qu'il l'enregistre du tout? Et je vous ai déjà indiqué dans mon exposé que le droit international avait du mal à enregistrer justement des phénomènes qui sont de nature essentiellement politique. Parce que par la fiction juridique, il veut considérer que les acteurs sont égaux et que effectivement les règles peuvent et doivent s'appliquer à eux de la même manière. Ce qui fait que le droit international soit instrumentalisé, c'est la puissance, mais ce n'est plus le droit international lui-même.
Si vous prenez la pensée du droit international aux États-Unis, ils intègrent totalement le droit international dans leur pensée de politique étrangère. Le droit international n'est qu'un levier, un instrument de politique étrangère. Donc la politique juridique extérieure des États-Unis considère et est enseignée dans la plupart des écoles américaines comme un moyen de politique étrangère. C'est pour cela qu'ils n'ont aucune difficulté à appliquer par exemple ce qu'on appelle le principe de l'exterritorialité d'une norme de droit interne. On va vous dire par exemple, comment on va dire ça, en matière de corruption. Pardon? Oui, le Foreign Corruption Act de 1977. Les États-Unis vont vous dire, si vous posez un tel acte à l'extérieur, vous pouvez être poursuivi par les tribunaux américains. Vous pouvez encourir des sanctions si vous avez tel comportement. Parce que pour eux, le droit international est un instrument de politique étrangère. Mais ce n'est pas le droit international qui est hégémonique. C'est la politique étrangère d'une puissance qui le met en position hégémonique. Et donc, au contraire, dans ce cas, il y a affaiblissement du droit international. Bien sûr, mes collègues ici conviendront avec moi que le phénomène du retrait d'un traité est normal en droit international. Mais lorsque le retrait se fait de façon intempestive, avant même que le traité ait été mis en œuvre et qu'on en voit les insuffisances, c'est un phénomène de désordre dans l'ordre juridique international dont on pourrait se passer. Et donc, c'est la puissance qui veut cela. Un petit pays, entre guillemets, parce que le droit international ne connaît pas de petits pays. Donc un petit pays ne pourrait pas se permettre cela. La notion de petit pays n'est pas une notion de droit international. C'est pas le droit international. Merci à vous. Avant que ne quittez pas la salle, je vous prierai de rester sur place afin de laisser au professeur Camteau et son équipe, ainsi que les journalistes de Troc Radio, de Magazine Sans Frontières, de Radio-Canada et du Devoir, de quitter la salle en premier et d'aller rejoindre Mme Joanie Doucet. Donc, je vous prie de rester sur place pour le moment, afin de laisser l'équipe du professeur Camteau l'opportunité de quitter. Libérez le couloir. Fini? Merci. Il nous l'ouvre. Tu t'es positionné pour la voir. Comment il peut faire ça? Et à vous tous et toutes, merci infiniment pour votre enthousiasme. C'était un plaisir de vous voir ici. C'est un plaisir de voir un espace comme celui-ci cet après-midi. Donc merci à vous, plaisir de vous croiser. Merci infiniment. Merci. Pour les intéressés, la captation du vidéo va être disponible en ligne sur le site web de l'Institut d'études internationales de Montréal. N'hésitez pas à rejoindre le site web et à diffuser et à partager les vidéos du professeur Camteau. Merci à vous. Bien. Merci, bonne journée. Vous avez récupéré votre manteau? Oui. Excellent. Vous voyez, j'ai plus de 2000 personnes qui m'écoutent là. Donc, il fallait absolument que j'anticipe. Merci. Bye. Merci. Bon, la conférence est terminée. On continue le combat. Et la suite. Ouais. Oui. La conférence vient de s'achever. On va se diriger vers l'endroit indiqué pour le deuxième point. C'est le Palais des Congrès de Montréal pour le meeting avec le président élu. Vous voyez là
J'essaie de suivre le président élu. J'essaie de le suivre. Laissez ton radio en tête. Ton radio. Fermez s'il vous plaît, fermez, fermez, fermez. Fermez. Laissez la station monter. Ferme ça, c'est quoi? Bah, en réalité, c'est le président qui va rencontrer les journalistes pour une rencontre en apartheid. Ben, nous ne sommes pas autorisés à aller là. Donc, nous allons l'attendre au palais des congrès. C'est toi qui pour atteindre ta job? Oui, oui. Mais j'étais avec toi, tu as entré dans la presse, ça tu m'as laissé. Allez, non, ça va bien, ça va bien. Emmanuel, il faut qu'on appelle le matin pour prendre une message. On nous a dit qu'il quittait ici pour aller à Berry-UQAM à pied, non? Donc on voulait se mettre sur son itinéraire. Là. Je pense que c'est une mauvaise idée. Non, c'est une bonne idée. Il faut charger pour pas qu'il se fatigue. Depuis qu'il est arrivé là, le soir, il doit se fatiguer. Demain, il a encore tout bon. Avant la l'étape, le matin. Il faut pas faire la marche à pied comme ça. Non, c'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est plus rien. Ah ouais, c'est pas facile. Bon, vous voyez, je fais un petit bain de foule pour vous permettre de voir la suite, de voir ce qui se passe, de voir tous les tontinards, tous les cochons, tous ceux qui veulent le changement au Cameroun réunis là. On les appelle les tontinards, les cochons, les talibans, bref, tout ce que vous pouvez imaginer de bon. Ah oui, nous sommes là. Eh bien, je serai dans l'obligation d'arrêter pour économiser un peu de batterie. Sinon, je peux quand même prendre les impressions d'un combattant. C'est le combattant Alain. Il est avec moi. Quelles sont les impressions pour... Salut à tous, ok. On est très fiers puisque la conférence du président Cap vient s'achever. On a l'esplanade de ce centre de conférence, on essaie de se partager des commentaires par rapport aux notions que nous venons de recevoir du président Camto, de nouvelles notions. C'est le thème de décolonisation inachevée. Écoutez, moi, je n'avais aucune idée de qu'est-ce que c'est. Je pense que M. Camto a éclairci un peu le sujet. Et les questions, ces questions de mûrir en réflexion sur vraiment la décolonisation inachevée de l'Afrique en général et en particulier du Cameroun. Ce qui se passe dans certains socio-politiques au Cameroun aujourd'hui là, ne sont que des extraits de ce genre de décolonisation inachevée. Je les ouais. On va dire que c'est des déchets tout à fait. De cette décolonisation inachevée. Et c'est pour ça que le climat sociopolitique en Afrique en général, au Cameroun en particulier, prête à savoir, demande à ce que nous ayons une conscience et que nous revoyons que ce concept de décolonisation. Est-ce qu'on a vraiment été. La décolonisation est vraiment quelque chose qui a été pris acte en Afrique. Est-ce que nous sommes vraiment décolonisés? Non. C'est comme tu l'as débriefé aujourd'hui. À nous maintenant de développer le sujet à chacun à son niveau, de voir, d'analyser sa part de décolonisation par rapport aux produits qu'il a autour de lui. Si on veut entrer dans le système de produits et d'échange de produits comme de consommation, voyons que ce que nous consommons, est-ce que ça appartient à nous? Quels sont les produits effectifs que nous consommons par exemple au Cameroun où c'est écrit Made in Cameroun?
Essayons de les repérer pour savoir. Parce que tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle la décolonisation. Et que, comme M. Kamto l'a bien signifié, la décolonisation inachevée. Les questions maintenant là que mes chers compatriotes, mes chers Camerounais, à chaque fois que vous consommez, essayez de lire, identifier le produit que vous consommez. Essayez de déterminer si ce produit est camerounais avant de le consommer. Okay. Et là, ça fera partie aussi de notre façon de découvrir, de disséquer ce que c'est que la décolonisation. Et que quand a précisé décolonisation inachevée. Merci beaucoup. Merci. Vous avez vu des centaines d'étudiants venus pour la conférence de presse. Ils ont été gavés. Oui, Jean-René, désolé que tu aies pris la vidéo à la fin parce que il était question de droit international et ça aurait été une belle aubaine pour toi. Toi qui étudie à l'Institut international des relations extérieures, moi je ne sais pas comment ça s'appelle là au Cameroun. Bon, mais je vous remercie d'avoir assisté. Je vous remercie d'avoir été là pour ce direct. Et je vous donne rendez-vous dans 3 heures de temps. Rendez-vous dans 3 heures du temps. Nous serons au Palais des Congrès pour la suite des événements. Ça sera le Giga Meeting. Et nous espérons que les combattants resteront éveillés. Personne ne va dormir ce soir. Tout le monde va suivre le professeur Kamto. Ça sera un remake de ce qui s'est passé à Paris. Soyez-en sûrs. Malgré les conditions hivernales, des conditions difficiles, toute la communauté camerounaise est là. Tous les tontinards, les cochonnards, ils sont là. Et ils sont contents de vous voir. Vous voyez? Naturellement, les gens sont toujours en train de ruminer les paroles d'évangile, les paroles de les paroles du pape de droit, comme a dit Peck. Ah oui, tant pis pour ceux qui se sont noyés dans l'eau de la sardine. Tant pis pour Peck qui s'est noyé dans l'eau de la sardine. Tant pis pour ceux qui sont en train d'aller vers l'eau de la sardine. Nous, on est des porcs, on est des cochons. Et on est fiers de l'être. La révolution, le Cameroun changera. Vous voyez, c'est des compatriotes qui sont en train de ruminer les paroles du président élu. Il nous a apporté de son expertise sur le thème de la décolonisation inachevée du Cameroun. Parce qu'en réalité, ce n'est pas possible que tu dises à ton enfant, un de ces 4 ce matin, à ton adolescent, que désormais vous avez les mêmes droits. Pourtant, il ne sait même pas ce que c'est que le droit. C'est en fait ce que le colon nous a fait. Il nous a dit que nous avons des droits, que nous étions désormais un pays. Pourtant, nous ne savions même pas ce que c'est qu'un pays. D'où aujourd'hui on parle de cette décolonisation qui était inachevée. Nous devons prendre le taureau par les cornes, nous ne devons pas nous laisser faire. Nous devons continuer la bataille. Nous devons nous inscrire dans le courant des idées. Nous allons nous mettre dans le sens du courant. Oui. Bon courage à tous les combattants. Bon courage à Ebalé. Bon courage à la sœur. Et n'oubliez pas surtout, personne ne va voter. Personne ne va voter le 9. Parce que si vous votez ou pas, le RDPC sera toujours majoritaire à l'Assemblée. Donc, quel que soit le nombre de députés qu'on aura là-bas, les 36 députés là, ils ne pourront rien y faire. Ils ne pourront pas faire passer une loi. Donc, que vous votez ou pas, rien ne changera. Dites à tous vos membres de famille que nous sommes d'accord avec vous. Pas de vote au Cameroun le 9. Oui.
boycott actif des élections locales le 9 février 2020. Il n'y a aucune loi qui vous oblige à aller voter. Donc, restez chez vous et respectez le boycott. Très bien. Merci le combattant Alain. Tout le monde doit rester à la maison le 9. Personne ne doit aller voter. Personne ne doit aller voter. Pourquoi aller voter quand rien ne peut changer? Vous avez vu ce que Madame Damjoé a fait, le député de l'UDC. Imaginez une assemblée de 180 députés et elle était seule contre, je ne sais pas moi, 170. On ne peut pas lui donner la parole, ce qui était normal. Dépassée par les événements, elle a retiré sa chaussure et elle a failli arracher la tête d'un sardinard. Heureusement, ce n'était qu'une chaussure. Vous voyez, l'UDC, le SDF, l'UNDP, malgré leurs 46 députés, ils n'ont jamais pu faire passer une loi. Comment pensez-vous que vous pouvez changer les choses en allant voter? Vous m'amusez même au Cameroun. Vous voyez, on nous embrouille, on dit vous serez maire. D'accord, mais vous avez quel budget? Vous allez fonctionner avec quoi? Le FECOM contrôle le budget. Vous êtes maire et le FECOM contrôle le budget. À quoi ça sert? Il faut boycotter les conneries. Il n'y a pas vote. Il faut qu'on monte au RDPC qu'il a pris le caillou et l'oiseau a vu. Donc maintenant là, pas de vote. D'accord pour les élections, tant pis pour ceux qui veulent y aller, mais nous on ne vote pas. Et tous mes amis, toute ma famille, moi je leur dis ça, ne votez pas, parce que ça ne vaut pas la peine. Vous voyez ici à Montréal, il fait, je ne sais pas quelle température il fait, mais il y a une tempête de neige. Vous voyez une tempête de neige, malgré ça les gens sont sortis de leur maison. Vous avez vu au début de la vidéo comment je vous ai montré, comment nous on a pelleté devant nos différentes maisons pour sortir les voitures de la neige. Malgré cela, on est quand même venu à la conférence. Et nous allons continuer. Nous allons continuer, nous allons soutenir le professeur. Nous allons soutenir le président élu. Parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, posez-vous bien la question. Pourquoi M. Kamto mène cette lutte? Qu'est-ce qu'il gagne dedans? Il ne gagne rien du tout. Au contraire, il perd. Il est capable de vivre en Occident avec toute sa famille. Je vais dire jusqu'à même ses petits cousins et neveux. Il n'aura jamais de problème. Mais il abandonne tout cela pour se consacrer à la lutte au Cameroun. Que les gens sortent. On est fatigué de se cacher là. Je suis d'accord avec les parents. Nous avons combattu. Vous avez vécu le maquis et le stigmate de ça s'arrête. Mais rien ne... On ne va pas laisser. Nos parents ont fait la guerre du maquis. Et nous allons aussi faire notre part de guerre. Et cette guerre-là, ça sera intellectuelle. Nous allons montrer aux colons et à tous ces gens du Cameroun que nous n'allons pas nous laisser faire. Bonjour madame, voici une combattante. Certainement, elle va dire quelque chose. Non, je n'ai rien à dire. Donc tu acceptes le boycott, c'est ça? Ok. Merci, merci. Bonsoir. Bonsoir au Cameroun, bonsoir à toute la famille. Salut à toute la famille. Boycott actif. Salut à tous les Camerounais. Tu ne t'es pas présenté. C'est la combattante. C'est Madame Kenye Marceline. Exactement, Madame Kenye Marceline. Vous avez écouté Madame Kenye Marceline? Elle vous a donné, elle vous a dit, elle donnait un message. Maman Kenye Marceline, n'allez pas voter. Ne votez pas ce que vous ne connaissez pas. Votez quelque chose que vous avez le plein droit de diriger. Actuellement, là, ce qui se passe au Cameroun, vous n'avez pas une visibilité sur l'avenir de votre pays en allant voter, en allant à cette élection. Au contraire, cette élection, c'est pour vous rendre encore davantage médiocre au pays. Là. Parce que vous ne pouvez pas aller à une élection où le vote est déjà connu en avance. Donc, mes chers compatriotes, mes chers frères, n'allez pas voter. Et maman Kenye l'a dit si bien. Écoutez-la. Pardon, la paix, nous voulons la paix, pas le désordre. Voilà, la paix. Nous voulons la paix. La paix.
La paix au Cameroun, nous voulons la paix. Bien sûr, bien sûr. Donc chacun reste chez lui, il ne va pas voter. La paix prépare la guerre. Et puis le RDPC naturellement aura 180 députés et on va continuer le combat jusqu'au jour où ils comprendront qu'il faut faire vraiment la démocratie. Parce que on ne peut pas accepter ça. On nous marche dessus tous les jours. Et je salue Yannick Ouetté du côté de l'Allemagne. Je salue aussi Serge Djoum. Rejoins-nous dans le combat là. Serge Djoum du côté des États-Unis. Le président élu sera avec vous samedi, je pense, dimanche. Et Amel, oui, le président était déjà aux États-Unis, était déjà en France. Oui, je dois vous laisser pour économiser de la batterie. On va se reprendre tout à l'heure dans 3 heures de temps. Bonsoir à tous les combattants. Je vous souhaite tous, je vous aime. Bonne nuit.